littéraire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mes 3 premières lectures du mois de janvier 2025. J'aimerais commencer par 2 choses avant tout. La première, c'est que si vous êtes une personne vraiment très sensible à tout plein de sujets, sachez que la vidéo aujourd'hui va traiter de thèmes, disons, contenant de très nombreux trigger warning. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, des trigger warning, ce sont des sujets qui peuvent évoquer un certain malaise, voire de la peur, ou vraiment un très important inconfort. Donc ça peut être au sujet de violence, de suicide, ou vraiment de tout ce genre de sujets, donc les trigger warnings. Et les livres dont on va parler aujourd'hui en sont café. Je suis pas très sensible moi à tout ça, on aura l'occasion d'en reparler, mais ces livres sont probablement les pires en termes graphiques qu'il m'a été donné de lire. Donc si vous êtes sensible, je vous conseillerais de pas forcément regarder cette vidéo et de ne pas lire ces livres, même si je les ai personnellement plutôt aimés, mais on en viendra. Et deuxième chose, c'est que pour cette année 2025, j'ai décidé de participer en fait à un défi lecture qui est disponible sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, si je dis pas de bêtises. Ce sont les modératrices, je crois, du groupe Facebook duquel est née cette idée, qui en fait chaque année font une liste de défis que peuvent remplir les lecteurs et les lectrices via la lecture d'un livre. Et cette année j'ai décidé d'y participer en fait pour élargir mes horizons, mais aussi vider ma pile à lire qui est quand même monstrueuse. Et pour pas trop alourdir les vidéos, j'ajouterai à la toute fin, après que j'ai donné mes avis sur l'ensemble des livres dont je parle, en fait dans quelle catégorie s'inscrit le livre que j'ai lu. Donc ceux et celles qui veulent participer sont bienvenus, c'est super chouette comme concept. Puis voilà, c'est juste un petit défi que je me lance toute seule. Donc pour le tout premier livre de l'année 2025, donc même si vous voyez cette vidéo en février, moi là ce sont mes lectures 2025, j'ai commencé avec L'âme du mal de Maxime Chatham. Le bourreau de Portland qui étouffait et vitriolait ses victimes avant de les découper est mort. Pourtant, le carnage continue. L'inspecteur Joshua Brolin, qui avait mis ce monstre hors d'état de nuire, doit aujourd'hui poursuivre son double. Cette fois, l'espoir n'est plus permis. Le mal a une grande famille et ses frères sont légion. L'âme du mal, c'est le premier tome d'une trilogie un petit peu particulière, étant donné que cette trilogie suit 3 fois le même personnage principal, donc Joshua Brolin, mais en fait chaque tome peut être lu sans avoir lu les 2 autres. En soi, l'histoire tient toute seule. Alors, L'âme du mal, je lui ai mis un B+. Alors, il faut savoir que L'âme du mal n'est pas mon premier contact avec l'auteur Maxime Chatham, puisque lorsque j'étais adolescente, j'avais lu les 3 ou 4 premiers tomes de sa saga plutôt fantastique young adulte, Autre Monde, mais qui n'a strictement rien à voir, parce que si j'avais lu Autre Monde, si j'avais lu L'âme du mal à la place d'Autre Monde, donc quand j'avais 14-15 ans, j'aurais probablement été traumatisée toute ma vie. L'âme du mal, comme je le disais en tout début de vidéo, et ça c'est quelque chose qui va valoir pour les 2 tomes suivants, c'est fou. En fait, c'est tellement violent, c'est tellement graphique, c'est vraiment dérangeant, il y a des scènes monstrueuses. Il faut être fou pour penser à ce genre de choses, vraiment. En fait, on suit un tueur en série, donc le tueur de Portland. On le suit pas lui, mais en tout cas, c'est lui le méchant de l'histoire. Et ses crimes sont absolument abominables. Je vais évidemment pas décrire ce qui s'y passe, mais c'est très sanglant. C'est irrespectueux de la gente féminine, évidemment. Là-dedans, on fait souffrir les femmes. Il faut vraiment avoir le cœur accroché. J'ai de la chance, c'est mon cas. Mais il y a vraiment des fois où je levais le nez de mon livre et je me disais oh, c'est dégueulasse. Je crois que L'âme du mal est le premier roman publié de Maxime Chatham. Je trouve ça fou que Maxime Chatham, pour un premier roman paru,
et réussit à écrire une histoire, bon, glauque, gore, ça on vient d'en parler, mais aussi bien ficelée finalement. C'est vraiment haletant, on a envie de savoir la suite. Moi j'arrivais vraiment pas à décrocher de mon bouquin. Ça se lit tout seul, c'est vraiment facile à lire et c'est bien écrit. Enfin moi je trouve que franchement c'est bien écrit. Les descriptions sont poétique, je sais pas si c'est le terme qui convient, mais je veux dire, c'est écrit d'une manière assez belle, c'est pas trop brut de pomme, et pour autant, on arrive très bien à se représenter le monde dans lequel évoluent les personnages. Autre chose que moi, j'ai énormément apprécié dans toute cette trilogie, parce que ça suit dans les autres livres, c'est que, bon, c'est un peu frustrant des fois, mais c'est que quasiment chaque chapitre finit par une phrase choc, et forcément ça nous donne envie de lire la suite. Par contre, si ça avait été aussi génial de bout en bout sans que j'y trouve aucun défaut, ça n'aurait pas eu, entre guillemets, seulement B+. Il y a quand même des petites choses qui m'ont dérangée, et c'est des défauts certains on retrouve dans les suivants et d'autres pas. Il faut savoir que l'auteur Maxime Chatham, lui il a fait des études en criminologie, donc l'étude des crimes, des criminels, de la psychologie criminelle, etc. Et ça se ressent dans le livre, puisque le personnage principal, Joshua, est lui aussi de formation on dit profiler, criminologue. On a le vocabulaire du criminologue, et c'est un vocabulaire que moi je connais quand même passablement bien, parce que fut un temps, c'était le métier que je voulais faire, moi aussi. La vie a décidé que je partirais dans une autre voie, mais bref, ce monde-là me plaît, m'attire, et du coup je suis relativement familière avec pas mal de termes. J'ai eu plaisir à retrouver ces termes-là dans le livre. Donc ça, c'est pour moi, c'était une grande qualité, parce qu'on sentait que l'auteur savait de quoi il parlait. En revanche, au fur et à mesure, le côté psychologique qui, moi, me plaît, s'est transformé plus dans un côté scientifique, avec des termes liés à des processus, je sais pas, comment on fait pour réussir à apprendre, à trouver des empreintes digitales, comment on fait pour, le médecin légiste fait pour analyser un cadavre. Enfin voilà. Et ça, c'est intéressant, mais je trouve qu'en tant que lecteur, on n'a pas nécessairement besoin de savoir absolument toutes les étapes de la même manière qu'un scientifique nous les décrirait. C'est là où moi, j'ai eu souci, c'est qu'à des fois, c'était trop lourd. C'était vraiment beaucoup trop lourd, parce qu'il y avait des explications avec des termes vraiment scientifiques, que ce soit dans les gestes, les procédés, ou même ce qui était utilisé comme produit. Et à titre personnel, en fait, de toute façon, j'y comprends rien, je connais pas tout ça, et j'ai pas retenu. Donc ça alourdissait relativement quand même le texte, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Ensuite, et ça c'est un défaut, mais en fait je sais pas si je dois ou si je peux même l'imputer au livre, parce que c'est quelque chose qui m'est vraiment propre. De toute façon, toutes mes opinions me sont propres, hein, on aura de cesse de le répéter, mais c'est que dans le livre il y a une histoire d'amour. Et moi ça me saoule, les histoires d'amour, globalement, j'aime pas trop ça dans les livres. C'est pour ça que je ne lis absolument pas de romance, parce que c'est pas du tout le genre de lecture que j'affectionne. Et dans les livres, globalement, moi les parties romance, ça... Et là c'était le cas, j'ai pas trop compris l'histoire d'amour entre Joshua et une autre personne, mais je ne dévoilerai pas qui, parce que c'est quand même un petit spoiler. Et puis, en fait, le personnage féminin... est chiant. Bon, en fait, je vais la nommer, tant pis pour le spoiler. C'est Juliette, elle s'appelle. Ce personnage, et il sert pas à grand chose, à part être une victime amoureuse, quoi. Et moi, j'ai pas trop aimé ça, je l'ai trouvée vraiment pas très intéressante. Et puis, un reproche que j'ai à faire aussi, et là, c'est l'écriture qui me gêne, c'est qu'on rappelle très souvent dans le premier tome à quel point Juliette est belle, qu'elle a de beaux yeux, ceci, cela. Et en fait, ouais, mais Joshua aussi, il est supposé être beau, et pourtant tu me le répètes pas toutes les 5 phrases. Et ça, moi, ça m'a un petit peu gênée, et je pense que ça a contribué au fait que Juliette, je ne l'apprécie pas plus que ça, et je l'ai trouvée relativement inutile. Pour parler très brièvement de la fin, sans spoiler bien sûr, vous attendez pas à une fin heureuse, dans tous les cas. Les 3 livres, vraiment, c'est des fins douces amères. Faut pas lire ça pour espérer être heureux, hein. Vraiment, vraiment pas, parce que c'est violent, c'est méchant, c'est injuste. Ouais, ces livres sont injustes. Moi, je pense qu'on n'en ressort pas indemne. Moi, j'ai des images à jamais gravées là-dedans. Il y a des défauts à ce premier tome.
mais j'ai vraiment passé un excellent moment. Et vraiment, pour ceux et celles qui aiment les thrillers, c'est un des meilleurs que j'ai pu lire. Vraiment, c'est impressionnant à quel point il réussit à retranscrire un univers aussi abominable et pourtant aussi proche de la réalité. Et vu que c'est une trilogie, j'ai enchaîné avec In Tenebris. Des ténèbres, nul ne sort indemne. Les propos de Julia, retrouvée scalpée, errant dans les rues de Brooklyn, n'ont de sens que pour elle. Elle affirme sortir de l'enfer, avoir échappé au diable lui-même, et n'être pas la seule. Sous la neige new-yorkaise couvre un feu de tourment, un bûcher d'innocents. Le profiler Joshua Brolin sait qu'il lui faudra y plonger, sans espoir de salut. Celui-ci, je lui ai mis un beau A. In Tenebris, je l'ai vraiment préféré au premier. J'ai vraiment beaucoup aimé le premier, mais le deuxième est encore meilleur. Parce que les crimes sont encore plus atroces, l'histoire est encore plus haletante, on plonge encore plus loin, je trouve, dans l'horreur, dans la psychologie de l'horreur plutôt, et c'est passionnant. Moi, comme j'ai dit, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, et je trouve ça absolument génial. Il y a quelque chose qui était déjà là dans le premier tome, et qui sera là dans le troisième. En fait, c'est l'aspect presque fantastique de l'histoire, où ça s'ancre totalement dans un monde brut. C'est notre monde à nous, et il n'y a rien de magique. Et pourtant, les crimes sont d'une telle complexité, sont d'une telle atrocité, sont tellement inexplicables que on se dit c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui est revenu à la vie, il y a quelque chose, il y a vraiment un côté diabolique, mais dans le sens propre du terme, où c'est quelque chose d'un autre monde. Et je trouve ça absolument génial, parce que on sait qu'il n'y a pas de magie, on le sait. Et pourtant, on est obligé de douter, parce que l'horreur est tellement inhumaine qu'on se dit que ça peut pas être possible. Donc ce tome-là, il est encore plus haletant. Vraiment, je l'ai vraiment adoré. On rencontre un nouveau personnage qui s'appelle Annabelle, et qui est franchement badass, qui est vraiment très chouette dans ce tome-ci. Mais il y a quand même des défauts. Déjà, il y a un problème selon moi, et c'est un défaut d'écriture. Alors, vais-je aller jusqu'à dire que Maxime Chatham est peut-être un brin sexiste ? Non, parce que je ne connais absolument pas la personne. Je ne me suis pas plus que ça renseignée sur lui, sur des propos qu'il a pu tenir en interview. Et puis voilà, c'était ses premiers romans, donc je ne dirais absolument pas que Maxime Chatham est d'une façon ou d'une autre sexiste. En revanche, l'écriture de ses livres l'est parfois un petit peu. Il y a un exemple, moi, qui m'a vraiment frappée, c'est que, en fait, lorsque Annabelle et Joshua se rencontrent, ils sont immédiatement un peu attirés par l'autre, mais plutôt de manière amicale. Genre, ils se comprennent, tout simplement. Ils ont tous les deux ont des vécus très difficiles, et ils sont accaparés par le boulot, et puis bref, des choses les lient. Et du coup, en fait, c'est juste ils sont intrigués l'un par l'autre, mais il n'y a pas d'amour, quoi. Et c'est répété, je sais pas, peut-être 5-6 fois dans le texte. Oui, elle ressentait ça, mais il n'y a pas de désir. Et tu me le dis une fois, ok, on a compris, il n'y a pas de désir, ils sont amis. Mais le répéter 5-6 fois, c'est vraiment martelé. Genre, c'est tellement extraordinaire qu'un homme et une femme puissent s'intéresser l'un à l'autre de manière platonique qu'il faille le répéter autant de fois. Mais non, Jean-Jacques, c'est possible d'avoir des amitiés hommes-femmes. C'est possible. De nouveau, la fin est pas cool. Une fin douce amère. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur mot que ça. On est satisfait, en même temps, pas du tout. On a envie de se rouler dans un coin en boule et puis pleurer. Mais vraiment, je l'ai adoré. C'est le meilleur pour moi des trois. Là, j'ai terminé ma trilogie avec Maléfice, toujours de Maxime Chatham. Une ombre rôde dans les forêts de l'Oregon. C'est d'abord un employé de l'environnement qui est retrouvé mort. Des femmes disparaissent en pleine nuit. Pas de traces d'effraction dans les maisons. Puis les foyers de Portland sont envahis par des araignées aux piqûres mortelles. Les victimes s'accumulent et la psychose s'intensifie. Joshua Brolin et Annabelle O'Donnell vont mener l'enquête, entrer dans la toile et faire face à l'impensable. Une nouvelle génération de tueurs est née. Celui-là, je lui ai mis B-. C'est vraiment parce que j'ai adoré
le 1 et le 2 que je ne lui ai pas mis C+, parce que franchement, je l'ai trouvé en dessous des deux autres. J'ai été déçue, mais on va commencer quand même par les points positifs. Première chose, c'est qu'il est toujours aussi haletant. Ça, c'est clair, ça, c'est... Le suspense est extrêmement bien géré par Maxime Chatham. Là, la tension est là. Je crois que j'ai jamais été... même des trois, hein, c'est celui-là où vraiment j'avais le plus envie de connaître la fin. J'avais envie de savoir. Il est vraiment haletant, de nouveau, il est très glauque, un peu moins d'une certaine manière que les deux autres, mais il est franchement terrible, surtout si vous êtes arachnophobe. Je n'aime pas du tout les araignées et dedans il y a énormément d'araignées. J'avais aucune idée de ce à quoi pouvaient ressembler les noms qui sortaient comme ça. Du coup je suis allée voir et j'ai fait des cauchemars. Arachnophobe, passez votre chemin, il n'est pas fait pour vous ce livre, vraiment pas. Il y a vraiment beaucoup d'action, on ne s'ennuie pas en le lisant, et ça c'est pour les 3 livres, à aucun moment on ne s'ennuie durant la lecture, en tout cas, enfin si peut-être le premier un petit peu du coup, lors des descriptions scientifiques qui sont un petit peu sans fin, mais sinon il y a énormément d'action, on ne s'ennuie pas. J'ai trouvé aussi que dans celui-là particulièrement, les paysages étaient, bon le contexte s'y prête, mais les paysages étaient particulièrement bien décrits, la nature est très présente, a un rôle prépondérant dans l'histoire, et c'est super agréable parce que c'est très bien décrit et on s'y imagine. Alors c'est clair, il se passe pas des choses extraordinaires, on n'a pas forcément envie d'y être pour se faire piquer par des veuves noires, ça je suis d'accord, mais la forêt de l'Oregon, bah oui, ça donne envie d'y être, quoi. Ça a l'air d'être idyllique, vraiment. Et autre chose que j'ai trouvé très intéressante, c'est la psychologie des personnages méchants, des criminels, qui, je trouve, est encore plus poussée et encore plus intéressante dans celui-là. J'ai trouvé que les méchants étaient presque plus crédibles dans celui-ci que dans les deux autres. Même si dans les deux autres, ça jouait aussi très bien, dans celui-là, j'ai trouvé que la crédibilité était encore au-dessus. Mais, vous vous en si j'ai mis B-, c'est que, qui est la moins bonne note de tous les tomes, c'est qu'il y a quand même des petits soucis. Commençons par ça, c'est que les personnages sont insupportables. Que ce soit Joshua ou Annabelle, je sais pas s'ils sont foutus dans le 3, mais ils sont chiants. Annabelle sert plus à grand chose, c'est ah oui, finalement, j'aime Joshua. Donc finalement, ce qui était répété à outrance dans le 2, comme quoi il n'y avait pas de désir, bon bah finalement, peut-être qu'il y en a un petit peu. Genre, c'est que ça, et en fait, elle se fait victime, elle prend que des mauvaises décisions, alors qu'elle est supposée être une excellente flic. Elle prend que des mauvaises décisions qui mettent plein de gens en danger. Et Joshua, de son côté, il est devenu je trouve, un petit con prétentieux, quoi. Je veux dire, il a plus de pouvoir en soi, son métier fait qu'il a plus de... Il n'est pas en position de décider, et mais si, il le fait quand même. Et en fait, je le trouve extrêmement prétentieux. Et puis d'un coup, il est entouré... mais ça, c'est pas vraiment un spoiler, parce que on le sent direct. C'est que, en fait, il y a une sorte d'aura de mystère qui l'entoure. Il est devenu quelqu'un de sombre, et son regard, personne ne peut le soutenir. Et là où les criminels, je trouve, ont pris en crédibilité, les 2 personnages principaux en ont perdu totalement. Je les trouve complètement clichés. Ils sont insupportables et forcément, leur relation entre eux est chiante comme pas possible parce que c'est finalement là où je pensais que dans le 2, c'est là que c'était intéressant, c'était des gens qui se comprenaient, qui pouvaient être collègues et amis. Voilà, maintenant ça évolue encore vers autre chose. Et comme j'ai dit, moi les histoires d'amour ça ne m'intéresse pas. Et c'est là où il y a vraiment le plus gros du problème qui m'a vraiment fait hésiter entre le B- et le C+, c'est que contrairement aux 2 autres, dans le 3e tome, à la moitié du livre, j'ai deviné qui était le grand méchant de l'histoire. Pour expliquer pourquoi j'ai trouvé qui c'était, je vais être obligée de spoiler. Donc je vous invite à aller au timecode qui s'affichera quelque part sur l'écran si vous ne souhaitez pas du tout être spoilé, parce que là je vais être obligée pour expliquer parce que c'est assez important quand même. En fait, à la moitié du livre, Joshua se rend dans un lieu où il va interroger des gens, et il se trouve qu'il va interroger une jeune femme, et dès qu'il l'interroge, il l'interroge pas vraiment mais il la croise. Et il n'y a pourtant quasiment aucune interaction avec cette personne. Et de suite, j'ai dit c'est elle. Je suis sûre que c'est elle la méchante. Pourquoi ? Parce que c'est la seule, absolument la seule dans les 3 livres à être décrite comme grosse et moche. C'est fou parce que vraiment, c'est la seule... En fait, c'est un truc déjà qui me posait problème, qui m'a... Déjà dans le 1, c'était un peu sous-jacent, mais je me suis dit, bon, c'est un livre, je dis pas.
Mais dans le 2, commençait déjà à avoir le problème, et dans le 3, c'était reparti. C'est que les femmes n'ont que le rôle de victime, quasiment. Hormis Juliette dans le tome 1, donc de nouveau, là, il n'y a que des spoils. Hein. Dans le tome 1, qui commence par être une victime du tueur, finalement, elle est sauvée, et puis finalement, elle meurt. Donc, elle est victime. Donc, c'est supposé être la meuf un peu badass, mais elle est victime quand même, elle meurt. Dans le 2, il y a Annabelle, qui est badass, ça c'est vrai, mais elle se fait claquer le cul à plusieurs reprises. Et il y a également une autre femme un petit peu badass, c'est la médecin légiste, Falstom, si je dis pas de bêtises, qui est un petit peu badass. Et ce sont les seuls personnages féminins importants de toute l'histoire. Et les 3 sont belles. Et toutes les autres femmes, les victimes ou celles qu'elles croisent, elles sont toutes belles, avec de longues jambes, minces, un beau sourire ou un beau regard, ou de beaux cheveux, ou un beau corps. Vraiment. Et je n'exagère pas, hein, c'est chaque femme est belle. Vraiment. À sa manière. Et belle, mince, attirante, séduisante, ce que vous voulez. Sauf ce personnage-là. Trop maquillée, boulotte, petite, claudicante, donc qui boite. Et quand il y avait ça d'expliquer, je me suis dit, c'est elle. À la seconde, je l'ai dit à mon chéri, j'ai dit, tu verras, c'est elle la méchante. Et j'ai eu raison. Je dis pas qu'une personne moche ne peut pas être une personne grosse, méchante, enfin grosse, moche, timide, doit forcément être gentille. C'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est juste que, mais c'était évident, je veux dire, la seule femme que tu me dis, elle est moche, oui, ça va forcément être la méchante. C'est d'une logique, enfin, je sais pas, je l'ai senti venir. Et en fait, ça montre de l'écriture un petit peu sexiste. L'homme doit être forcément le sauveur et qu'il doit ravaler ses sentiments et que les femmes, elles sont toujours des victimes et tout ça, parce qu'elles sont belles, elles sont fragiles, ceci, cela, et quand elle est moche, hey, c'est forcément la méchante. Et genre, je l'ai vue venir à 3 km. Je trouve ça trop dommage. Et c'est vraiment un truc qui m'a vraiment gênée. Je sais pas si je me fais bien comprendre de pourquoi c'est gênant. Mais c'est vraiment un défaut d'écriture. Genre, le fait que je l'ai ressenti direct, ça montre qu'il y a un problème. Et je n'exagère pas quand je dis que c'est la seule femme moche, décrite comme moche, de toute la saga. Ça m'a pas ruiné la fin, parce qu'en soi, après, on nous explique les raisons pour lesquelles elle est méchante, et là, c'est super intéressant, mais il n'y avait pas besoin de la rendre moche, grosse, etc. Surtout que, spoiler sur spoiler, c'est que cette femme, en fait, porte un costume pour être grosse. Elle n'est pas vraiment grosse. Parce qu'elle a voulu changer d'apparence, tout ça. Je sais pas, c'est quand même bizarre. De nouveau, je ne dis pas que l'auteur est sexiste, c'est pas du tout ce que je dis, mais il y a un défaut d'écriture sexiste. Ça, c'est indéniable. Un tout dernier défaut, qui en est un sans en être un, après ça dépend des goûts de chacun, c'est que la fin est un peu moyenne. En gros, on ne retrouvera plus jamais Joshua dans une autre enquête, je crois. En tout cas, c'est la seule trilogie où il y est. Et la fin, en fait, c'est une fin ouverte, on va dire ça comme ça. Mais c'est assumé par l'auteur. Il y a une note en fin du bouquin qui explique que voilà, il a donné la vie à ses personnages et que maintenant ils devaient un peu prendre leur envol et que c'était à nous d'imaginer la suite. Donc ça plaît pas. Moi, j'ai tendance à pas trop aimer les fins ouvertes, mais le fait que l'auteur s'explique quant à son choix, j'accepte, c'est ok. Voilà pour la trilogie du mal. Je pense que en tout, cette série m'a vraiment beaucoup plu. La fin, j'ai dit, le dernier tome m'a quand même passablement déçu, mais j'ai adoré cette trilogie et clairement, je vais relire du Maxime Chatham. Ça m'a donné envie de relire Autre Monde alors que ça n'a rien à voir, mais ça m'a quand même donné envie de relire cet auteur, et de toute façon, j'achèterai d'autres de ces thrillers parce que c'est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis, en fait, je suis curieuse de voir si ces défauts d'écriture l'ont poursuivi ou pas. J'espère que non. Et je les conseille pour celles et ceux qui n'ont pas peur de tout ce qui est glauque, de tout ce qui est gore. Sur Babelio, j'ai lu une critique d'une dame, je crois que c'était une dame, qui disait qu'elle ne comprenait pas comment les gens pouvaient dire que c'était sanglant ou gore ou glauque, tout ça, et que selon elle, il n'y avait rien de dérangeant. Vraiment, ne la croyez pas. Il y a des choses horribles, des histoires. Vraiment, il y a vraiment des fois, j'ai levé le nez de mon bouquin en faisant la grimace tellement c'était hardcore. Et pourtant, je suis pas extrêmement sensible non plus. Je veux dire, je suis pas fan de violence, mais je veux dire, j'ai regardé Game of Thrones, j'ai regardé The Boys,
j'ai regardé The Walking Dead, ben, bref, beaucoup de choses, et j'ai même regardé les 2 premiers sauts. Voilà, c'est Berk, mais bon, bah, je fais avec, c'est de la fiction. Là, franchement, c'était limite. Hein. Et sur ce, comme je l'ai expliqué, je vais juste faire un tout petit récapitulatif de dans quelle catégorie rentrent ces livres. Et si jamais, vous pourrez retrouver dans la description le lien vers la liste du défi lecture, si jamais vous voulez vous aussi y participer. L'âme du mal, je l'ai classé dans la catégorie numéro 34, à savoir livre avec une couverture majoritairement noire. Ensuite, In Tenebris, je l'ai classé dans la catégorie numéro 96, à savoir un livre dans lequel il y a une référence à William Shakespeare. Et pour ce qui est de Maléfice, je l'ai classé dans la catégorie numéro 69, donc un livre qui a un lien de près ou de loin avec un labyrinthe. Et voilà, c'est tout pour cette première vidéo au sujet de mes lectures du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu, j'espère vous avoir un petit peu donné envie de lire cette trilogie. Et puis bah écoutez, je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo et pour parler de mes lectures suivantes du mois de janvier. À bientôt!